Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau Midi Minatech by Giant. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle David Muñoz Rojas et je suis directeur de recherche CNRS. Je travaille au LMGP, qui est un laboratoire ici à côté. Et je fais maintenant partie du comité d'organisation de Midi Minatech. Et je vais animer quelques-uns de cette Midi Minatech. Donc, vous me verrez ici un peu souvent. Et maintenant, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Laurent, qui aujourd'hui va nous présenter la conférence d'aujourd'hui. Elle est professeure senior à Grenoble École de Management et titulaire de la chaire Faire, Femmes et Renouveau économique. Et le titre de son présentation, de sa conférence, c'est À la recherche de la femme entrepreneur dans les quartiers, une recherche-action. Donc, c'est une thématique qui est bien dans le contexte de la semaine parce que mercredi, on a fêté le jour des femmes et des droits des femmes. Donc, voilà, c'est à vous. Bonne conférence et quand vous voulez. Merci David. Bonjour à tous. Question pragmatique, est-ce que vous m'entendez? Ok. Alors, j'ai compris qu'il y avait une session de questions après ma présentation et que je n'ai qu'une demi-heure et pas 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, je me présenterai plus tard. Déjà, je voulais démarrer quelque chose. Alors, le point de vue que je vais adopter aujourd'hui, c'est un point de vue où je m'adresse de scientifique à scientifique. C'est-à-dire que vous avez vos méthodes. J'ai échangé 30 secondes avec David, qui m'a expliqué qu'il est directeur de recherche, qui travaille sur les substrats, composants photovoltaïques. Bon. Et quelque part, j'imagine que David et son équipe cherchent à répondre à des besoins concrets. On a un besoin de renouvellement d'énergie, des composants comme ça, c'est super intéressant pour pouvoir capter l'énergie solaire, etc., etc. Et ben nous, c'est à peu près la même chose. Sauf que on a une science qui est ce qu'on appelle des sciences molles. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat science dure, science molle, est-ce que la science molle est de la science, etc. Moi, je pars du principe que mon job, j'essaie de le faire de manière scientifique, dans le sens où il y a une méthode. La méthode, elle a été prouvée, éprouvée, et elle génère une discussion sur des résultats. Et au final, est-ce que ça marche et ça ne marche pas? Et nos résultats, on essaye de faire en sorte qu'ils ne tombent pas uniquement sur c'est pas le café du commerce, et on essaye de les valider, et c'est validé par un processus. Tout à l'heure, il y avait une AG ici, et en sortant, des personnes parlaient d'objectifs de publication. Bon, bah, je crois qu'on y est. On a à peu près la même chose. Je ne sais pas, David, si vous, dans vos équipes, vous avez des objectifs de publication. Oui, comme tout le monde, bah voilà. Bon, moi aussi, si je ne publie pas, la porte est peut-être là. Voilà. Donc, au-delà de ça et des objectifs de publication, en fait, je voulais juste revenir sur un truc basique. Normalement, on peut considérer que la science est au service de quelque chose. Donc ça va pas quand on a eu le débat, alors initialement, quand on a travaillé sur la période de la Covid, alors moi, j'ai pas travaillé dessus, mais lorsqu'il y a eu cette épidémie, on s'est dit: «Vite, il faut absolument mobiliser les sciences, en particulier, de l'immunologie, pour travailler sur ce virus. Comment on fait pour l'éradiquer? Comment on fait pour développer un vaccin?» et cetera, et cetera. On est au secours et on a un impératif de résoudre ce truc-là. Et ben nous, c'est pareil, sauf que notre impératif est certes de publier, mais bon, généralement de générer de la connaissance sur un sujet, mais surtout de répondre à un problème de société. Et pour moi, je ne conçois ma chaire de recherche, je ne conçois mon travail en équipe, ou je ne conçois que mon travail sur cet angle-là. Si ça ne résout pas et si ça crée des problèmes de société, je vois pas, il y a trop de problèmes à gérer. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais exprimer. Donc, on appelle ça pour l'instant prosaïquement de la recherche à impact. Il faut être honnête, quand on faisait ça il y a 20 ans, on ne disait pas que ça avait de l'impact et c'était tout aussi impactant ou pas impactant, mais tout aussi discutable. Ça, c'est un peu les premières idées phares que je vais vous faire partager. Donc, juste pour vous expliquer dans mon propos, Mylène et l'équipe de Midi Minatech m'ont proposé, de parlant de scientifique à scientifique, certes de me focaliser sur mes résultats. Et les résultats, ça va être sur l'entrepreneuriat des femmes, et en particulier, dans des cas particuliers, dans des quartiers dits défavorisés. Et effectivement, on rejoint un problème de société. Je ne sais pas si vous avez des chiffres en tête.
Un quartier dit politique de la ville en France, c'est une terminologie purement française, hein. Ça veut dire un quartier qui a été considéré politiquement donc par l'État français. Ils ont quadrillé l'espace, en particulier l'espace des villes, et ils ont identifié des quartiers dans lesquels le revenu par famille, le revenu annuel par famille est inférieur à 23 000 €. Tout compris, y compris des subventions, y compris des allocations, etc. Donc 23 000 €, vous imaginez, en fait, on ne fait pas grand-chose avec 23 000 €. Donc ils se sont dit, il y a une forte paupérisation, il y a un taux de chômage très élevé, avec tout ce qu'il peut avoir avec. Et donc l'enjeu de la chaire, faire femmes et renouveau économique, c'est de travailler, entre autres, alors on a 2 champs de recherche. On a un champ de recherche qui sera plus en lien avec ce qu'on a l'habitude de travailler avec vous au CEA, c'est de travailler sur la place des femmes dans l'innovation et en particulier dans l'innovation tech. Bon, ce n'est pas ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui. Et on a un autre champ qui est celui de travailler dans ces quartiers pour régénérer de l'emploi, régénérer une démarche où la personne reprend quelque part son travail. On est une équipe de 28 chercheurs ils ne sont pas tous à Grenoble École de Management, ils sont affiliés à la chaire et on est sur 8 pays dans le monde. Donc, moi, je travaille, Charité Malordonnée commence par Grenoble et par moi-même, qui passe une partie de ma semaine dans des quartiers politiques de ville de Grenoble. Mais une de mes collègues, Stécie, est à San Diego pour travailler avec les immigrés qui passent la frontière et qui cherchent un emploi. On est aux États-Unis, on n'a pas le même contexte. Une autre collègue, Lénica, fait la même chose à New York. Une troisième, Rola, fait la même chose. Alors au Liban, il y a une équipe de 4 personnes. Bon, on est plus riche au Liban. Et ils font la même chose sur les camps syriens. L'entrepreneuriat des femmes dans les camps syriens, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat des femmes dans les quartiers en France. Il faut être honnête, on ne travaille pas sur les mêmes choses. Et donc, le job de la chaire faire, alors vous pouvez constater ici mon absence, j'espère que je suis meilleure chercheuse que dessinatrice. Vous reconnaissez, c'est un arbre. Ouais, non, vous souriez, donc vous ne saviez pas, je vous dis, c'est un arbre. Ceci est un arbre et j'aime bien l'image de si vous voulez, des racines, hein. C'est-à-dire que je pars d'un cercle que je qualifie de vertueux, c'est-à-dire je pars de recherches fondamentales qui reposent sur des observations. Ensuite de ces recherches, on en tire quelque part de l'ingénierie pédagogique. Donc, on va créer, je vous en parlerai, une exposition qui s'appelle Devenir. On va créer des MOOC, on va créer des bandes dessinées, on va essayer d'utiliser, on travaille sur un jeu qui s'appelle Ressourcelles, etc. Et on a pour objectif d'être des accompagnateurs de l'entrepreneuriat. Donc, on n'est pas l'accompagnateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à recréer le 300 milliardième réseau d'accompagnateurs. Ce n'est pas l'objectif, on est des chercheurs, c'est notre job. Donc, chacun a sa place dans la société. Mais en revanche, on travaille ensemble. Et ne pas avoir de partenariat avec des incubateurs, ça serait une catastrophe pour nous parce que c'est en fait le moyen de récupérer des données, d'observer des gens et hop, le cercle vertueux se met en place. J'ai mon incubateur, j'ai des gens avec lesquels on accompagne, des gens que l'on voit. Donc là, je joue mon rôle de prof. À côté, ces gens-là nous donnent des données en échange, entre guillemets, de l'accompagnement. Alors tout ça, c'est RGPD, machin, etc. en Europe. En Syrie, j'avoue que dans les camps syriens, on fait ce qu'on peut. Donc, je ne sais peut-être pas RGPD, mais bon, voilà, je l'avoue. Et ensuite, de ça, on en déduit des phénomènes génériques, on met en place des dispositifs et on essaye petit à petit de recréer des emplois. Modestement, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc l'enjeu, si vous voulez, de la structure de mon propos, c'est d'avoir un regard scientifique. Donc je ne vais pas m'intéresser, je vais m'intéresser sur les résultats, mais ça, je vous laisserai me challenger pendant les questions. Mais je vais surtout vous expliquer sur le comment on travaille, le processus, pour montrer que quelque part, l'enjeu, c'est de discuter nos méthodes scientifiques. Je vous parlerai de 2 applications bien particulières, la recherche-action qui s'appelle Devenir et une autre, accompagner. Alors, je ne savais pas comment l'écrire parce qu'en fait, ça ressortait avec un terme qui pouvait être perçu comme grossier. Donc, je l'ai mis comme ça. Bon, en gros, la recherche, ça s'appelle accompagner. Puis après, on verra sur les conclusions. Il me reste que 20 minutes. Le problème que j'ai, quand vous travaillez avec un substrat, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, le substrat, il est là. Personne ne le remet en cause. Et s'il n'y a pas d'intervention, il ne va pas bouger. Moi, mon problème, c'est que je travaille sur des gens, sur des femmes.
en particulier. Et ces femmes-là, elles n'attendent pas que je sois là pour vivre. Donc elles bougent. Et elles bougent dans des contextes. Donc mon premier problème, on a 3 problèmes quand on fait de la recherche en sciences humaines et quand on accompagne ou qu'on essaie d'observer ce qui se passe sur l'entrepreneuriat des femmes. Le premier problème, c'est ce que je vais qualifier de la distanciation. J'observe des choses, est-ce que ces choses que j'observe, elles sont vraies? Là, si j'observe des substrats, je ne dis pas que c'est facile, attention, hein. Je ne vais pas dire que le boulot de David, il est facile. Pourquoi vous n'avez pas plus de publications? Ce n'est pas ça du tout mon propos. C'est plutôt quand je suis en train d'observer le substrat, il est là, objectivement parlant, que ça soit David ou quelqu'un de son équipe qui a été bien formé, et ben, clairement, on peut avoir la même chose, on peut converger vers quelque chose. Moi, des personnes que j'ai en face à face, ce sont des personnes qui, moi je suis humaine. Donc des fois, il y a des situations qui m'attristent. Mais je suis scientifiquement obligée de rester très neutre. Il y a des choses qui me révoltent. Puis il y a des choses, je me dis, bon, quand même, là, ça marche. Donc en gros, il faut que je reste objective. Et c'est mon problème, ça va être de travailler là-dessus. L'autre problème, c'est de vérifier que ce que j'observe, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Séverine, l'opinion de Séverine? Si c'est l'opinion de Séverine, pardonnez ma vulgarité, on s'en fout. Donc il faut que je trouve un moyen pour que mon résultat, il soit considéré comme valide et ce que j'observe et ce que je relate, c'est bien quelque chose de valide. Et puis en même temps, il faut que mon résultat soit généralisable, c'est-à-dire que dans toutes les conditions, et le problème c'est que les conditions, elles bougent tout le temps. Villeneuve, ça n'a rien à voir, le quartier de Villeneuve n'a rien à voir avec le quartier de Trécloître, qui n'a rien à voir avec le quartier de Saint-Bruno, vous n'avez pas les mêmes problématiques. À Pantin, il y a 3 quartiers politiques de la ville. Mon école est aussi présente à Pantin, donc raison pour laquelle aussi on va dans les QPV de Pantin. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Donc en gros, un quartier politique de la ville ne vaut pas l'autre. Et puis même si je veux pousser le bouchon un peu loin, la femme, c'est pas parce que, je sais pas, je regarde s'il y a des femmes dans la population, vous êtes au premier rang, enfin au deuxième, donc c'est facile, je vous regarde. Ça se trouve, on a moins de points communs. C'est pas parce qu'on a des X et X en commun, ça se trouve, on n'a aucun point commun. Et j'ai peut-être plus, paradoxalement, de points communs avec David parce que X, Y raison. Donc, quelque part, je ne peux pas généraliser toutes les femmes avec tel comportement et toutes les femmes des quartiers avec tel comportement. Ça sera d'autant plus compliqué que dans un quartier, vous avez c'est Disney World en version réelle, en fait. Vous avez énormément de personnes qui parlent plusieurs langues, qui ont des passés, qui ont une connaissance différente de la mienne, c'est évident. Vous avez des personnes qui sont très diplômées, vous avez des personnes qui sont peu diplômées, vous avez des personnes très riches, d'autres très, très pauvres. Les très riches sont soit la richesse est acquise légalement, des fois, on va dire que c'est moins légal. Et quand on doit les former à l'entrepreneuriat, il y en a certains qui sont plus entrepreneurs spontanément que nous-mêmes. Donc en tant que scientifique, dire on va avoir la prétention de travailler avec des accompagnateurs d'entrepreneuriat sur des gens qui ont déjà l'esprit entrepreneuriat et qui montent des trucs parfois pas toujours légal, je vous l'accorde, mais clairement qui fonctionnent bien avec un marché, avec une proposition de valeur, avec un modèle économique. Bon, vous voyez qu'on arrive et en gros, c'est plutôt elles qui vous apprennent des trucs que vous qui leur apprenez des trucs. Donc, quelque part, ça va être mon problème. L'autre problème aussi, c'est que tout bouge. Et que dans le temps, le quartier bouge, la fille, elle bouge, tout le monde change. Et donc, moi, mon construit, le travail sur lequel mon objet de recherche, par définition, il n'attend pas moi pour le faire bouger. Donc ça, c'est mes 3 enjeux qui vont me prendre la tête au sens propre du terme. Les maux de tête, ça arrive aussi, parce qu'on n'arrive toujours pas, ou on arrive à les résoudre, mais on fait avec. Alors, oups, je vais passer un peu sur celle-là, mais c'est juste pour vous expliquer, en sciences humaines, on a 2 objectifs. Soit on veut... Ça marche comme... Alors, petite interlude, j'apprends à faire fonctionner ce truc-là. Voilà. Soit je veux décrire, et l'objectif pour moi, c'est de décrire une situation, ou alors soit je veux prescrire, c'est-à-dire c'est de tester une solution. Et scientifiquement parlant, on n'utilise pas les mêmes méthodes si on veut décrire ou si on veut prescrire. Donc avec l'équipe, on ne va pas avoir la même chose.
Donc, juste pour vous donner une idée, pour l'instant, on a une grosse étude avec un accompagnement qui s'appelle la Fondation Entreprendre. La Fondation Entreprendre, c'est Réseau Entreprendre, c'est la famille Mullier qui a voulu créer de l'emploi et qui met en place des systèmes de financement et d'accompagnement. On a une très grosse équipe, on a 12 personnes, donc presque la moitié de l'équipe qui est mobilisée là-dessus, parce qu'on a 141 entretiens avec des femmes à mener. Un entretien sérieux, c'est minimum 3 heures. Donc vous imaginez, vous multipliez par le temps horaire, plus l'analyse, etc. C'est fichu. Donc en gros, ça, se décrire, je vais passer très très peu de temps. Nous, on va être sur le prescrire. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et puis, on a le choix soit d'avoir très peu d'interaction avec la personne, soit d'avoir beaucoup d'interaction. Alors, je dois avouer que je vois le temps qui passe, vous allez vite comprendre que j'aime bien parler, mais j'adore aussi échanger. Et mon regard de formation, je suis sociologue de formation. Donc, fatalement, j'aime bien voir ce qui se passe, etc. Monsieur qui m'a expliqué l'origine du chocolat tout à l'heure, je trouve ça génial, c'est super. Enfin, j'adore ça. Donc, évidemment, moi, j'adore être spontanément ici. Alors, ça tombe bien parce qu'on a une méthode qui s'appelle la méthode de la recherche-action. Alors, cette méthode de recherche-action, je vous en parle parce que vous êtes surtout de Giants. Vous avez une revue qui est super cool à lire, avec en plus plein d'images, etc., qui s'appelle Gérer et comprendre. C'est pas une revue, c'est une revue dite de vulgarisation scientifique, mais elle est classée au CNRS. Enfin, elle était classée dans l'ancien classement CNRS qui n'existe plus. Mais dans cette revue-là, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plein d'équipes et c'est dans les écoles d'ingénieurs que ça a été donné. Donc moi, j'ai été formée, par exemple, au sein de l'école Polytechnique de Paris. Vous avez un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche en gestion, qui va fêter dans quelques semaines ses 50 ans. C'est un petit peu un coup de pub à mon labo d'origine, qui est maintenant affilié à Paris-Saclay, vous en doutez. Et dans ce labo, on fait de la recherche-action depuis les années 70. Bien avant. Donc, c'est assez intéressant à regarder. Vous avez un énorme labo aussi, le CGS, à l'École des mines de Paris. Et c'est surtout plus dans des écoles d'ingénieurs que l'on a ce travail ou ces chercheurs que dans d'autres écoles. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Donc, retenez que la recherche-action, c'est quoi? Ça naît de l'école de Chicago où on essaye de répondre à un problème. Alors, l'école de Chicago, parce que ce sont des chercheurs de Chicago, comme leur nom l'indique, un monsieur, Kurt Lewin, qui va dire, en fait, si vous souhaitez réellement comprendre quelque chose, essayez de changer ce quelque chose, et comme ça, vous verrez comment il se comporte. Et pour les sciences humaines, pour un individu, l'idée, c'était de dire, si on veut créer de l'emploi et si on veut motiver des femmes à créer de leur emploi pour elles, mais aussi à créer de l'emploi pour les autres, si on les met dans telle posture, si on met tel programme, telle chose en place, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est des principes de base. C'est né à Chicago initialement pour résoudre des problèmes de perception d'insécurité. C'est pas pour rien que j'ai repris aussi cette méthode pour travailler sur les QPV. Première recherche-action que je voudrais travailler avec vous, c'est le projet Devenir. Alors, je vous ai dit, j'ai parlé des méthodes, oui, mais j'ai parlé aussi de quelques résultats, sinon vous allez vous ennuyer. Dans les quartiers politiques des villes, c'est assez marrant, pour vous dire à peu près quelques chiffres. La création d'entreprises en France, pour les femmes, c'est quelque chose qui est... on en parle énormément, mais les chiffres sont presque moins bons que ceux des années 70. Pourquoi? Parce que le contexte a changé. Dans les années 70, vous aviez beaucoup de petits commerces, la grande distribution n'était pas encore là, beaucoup de produits locaux, beaucoup d'agriculture, l'économie a changé, les temps ont changé, et quelque part, les nouvelles structures ont donné la place peut-être plus aux créateurs d'entreprises masculins que féminins. Bon, en gros, le chiffre réel de Infogreffe, c'est 32% de création d'entreprises par des femmes, dont 70%, ce sont des personnes qui créent leur propre job. Donc, je veux être coach. Et on sait que c'est une création qui est très socialement parlant, très typée. Femmes, bac plus 5, issues de milieux favorisés. Ça peut être, par exemple, chez nous, ça serait une ancienne consultante en stratégie, issue d'un très gros cabinet, ou une femme qui travaille chez, je dis n'importe quoi, c'est le coin, je pense à une fille en particulier qui travaille chez Siemens et qui décide, passé 40 ans, de faire autre chose et qui va se mettre à son propre compte pour faire soit une activité de coaching, soit une activité de communication, soit le travail du meuble. Enfin, vous voyez, mais quelque chose de tout autre.
On sait que dans le monde de la tech en particulier, il y a encore une problématique plus prépondérante et le trait est encore plus fort. Sur les femmes dans les quartiers, on sait pratiquement rien. On a des stéréotypes, on a des images. Et donc l'idée qu'on avait, c'était de dire, dans la logique de pour comprendre quelque chose, on met un dispositif, on essaie de le changer. On est parti à la recherche de femmes entrepreneurs, mais qui créent de l'emploi pour les autres dans les quartiers, dans ces quartiers. Alors, on est parti à Villeneuve, déjà parce que c'est grand, déjà parce qu'on avait les subventions pour, donc c'est un parti pris. On aurait pu aller à Trècloître. Et à Villeneuve, on a trouvé des femmes qui avaient créé des boîtes. Peu importe ce qu'elles ont créé, l'objectif, c'est de savoir ce qu'elles ont fait. On les a prises en photo, on a eu des entretiens. Je vais vous expliquer un petit peu. Et en même temps, on a mis en place une exposition. Cette exposition, alors en fait, qu'est-ce qu'on cherche? C'est en gros, comment faire? Tout le monde parle de rôle modèle. On dit, ouais, pour que les filles créent plus d'emplois, qu'elles créent des boîtes, il faut qu'on leur mette d'autres filles qui vont créer des boîtes. Moi, scientifiquement, j'en sais rien. J'ai vu 2-3 trucs sur la littérature, effectivement, il y a 2-3 variables qui peuvent être impactées. Et puis surtout, de l'autre côté, moi, ce que je sais, c'est que scientifiquement parlant, j'en sais rien, mais émotionnellement parlant, moi, mon rôle modèle, c'était plutôt Bourdieu. Bourdieu, sociologue, garçon, un vieux, enfin bon, voilà, maintenant il est décédé, mais bon, pas un jeune. Et qui plus est, je crois que c'était un gros misogyne. Donc, quelque part, c'est un peu paradoxal. En tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Donc l'objectif, c'est de voir quel est le rôle des rôles modèles, c'est-à-dire quand on donne des exemples, etc., on montre, ah, tiens, tu es une fille de comme ça, tu devrais te comporter comme ça. Est-ce que ça a un impact? Et puis ce qu'on voulait regarder, c'est aussi de faire une sorte de voir en dehors du QPV, qu'est-ce que les gens en pensaient. Donc pour faire ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, ce dispositif. Donc ici, vous me voyez, alors on est sur la période du Covid, on est juste après, on est entre les 2 confinements. Je rencontre Nacera. Nacera, alors j'en parle parce que j'ai l'autorisation d'en parler, parce qu'évidemment, derrière, j'ai quand même un droit de réserve qui est très important. Et Nacera, elle a créé une quinzaine d'emplois en créant l'auto-école qui est à Villeneuve et en créant plein d'autres choses. Elle crée aussi, elle est en train de travailler sur un autre projet, là pour le coup, je n'ai pas le droit de vous en parler. Et Nacera, je la rencontre. Donc vous voyez, là, il y a une petite vidéo et en même temps, on enregistre parce que les entretiens chez nous, c'est à peu près d'une durée de 2 heures. Idéalement, on met 3 ou 4 ou 5 entretiens avec la même personne. Alors évidemment, ça prend du temps. Chaque entretien est retranscrit et après, ce qu'on fait, c'est qu'on le code. Ça veut dire qu'on recherche les grands thèmes. Et après, on compare ce que les gens disent, fonction des contextes. Donc, ça nous donne des énormes bases de données, si vous voulez. Et donc, on a mis en place ce dispositif. Et puis, on a interrogé, donc on repart la littérature sur les rôles modèles. Et on a créé cette expo. Alors, cette expo, je vous la mets en place. Si vous étiez à la préfecture le 8 mars dernier, donc mercredi, on n'était pas à la préfecture, on était au Stade des Alpes. Denise Carter, vous avez compris ce qu'elle fait comme métier? Coiffure, non, parce qu'elle a un ruban. Elle est couturière, ouais. Elle est arrivée en France à l'âge de 4 ans. Elle a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être couturière. Donc, elle décide très vite de passer un CAP de couturière. Elle a été accompagnée pour créer sa première boutique qu'elle a ouverte à 18 ans. Et là, elle est en train de créer sa collection. Donc, elle a déjà 3 ou 4 emplois. Et en fait, cette fille-là, juste pour vous donner une idée, sans trahir de secret aussi, c'est une fille qui génère un chiffre d'affaires annuel, toute seule, de minimum 100 000 euros. Pourquoi? Parce qu'elle ne se spécialise que dans les coutures de robes très particulières. Et en même temps, elle va travailler sur des mariages. Alors évidemment, moi, mon mariage, vous étiez 9. Donc si tout le monde était là, en gros, ce n'était pas intéressant. Sauf qu'elle, elle s'est spécialisée et dans son réseau, elle trouve des clients qui vont lui faire un mariage pour 300 ou 400 personnes. Donc vous imaginez, elle bosse comme une tarée, ces filles. Elle fait tout. Maman, toute seule, avec sa maman qui est avec elle et qui l'aide un petit peu, mais très peu dans son boulot. Et donc, c'est une fille qui a créé cette activité-là. Et là, elle est en train, dans son pays natal, d'installer un atelier de couture pour pouvoir développer sa propre collection. On a mis en place cette expo. Cette expo, donc, on a pris que des filles comme Denise. On expose les projets, donc on travaille sur des rôles modèles. On va dans le quartier, donc on va au Patio, on va dans différents endroits à Villeneuve, on présente. Est-ce que
réussite de l'entrepreneuriat des femmes? Pas tant que ça. Donc, on avait un petit questionnaire avec un QR code, les gens répondaient, etc. Pas tant que ça. En revanche, le résultat saillant, c'est que le rôle modèle ne sert pas à générer de la création d'entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que toutes les tables rondes qu'on met en place, finalement, c'est super, ça soigne les personnes qui sont invitées, ça soigne mon ego en particulier, mais il vaut mieux que j'aille voir si ça coûtera moins cher à la société. Donc, quelque part, ça n'a peut-être pas réellement l'impact que l'on veut réellement montrer. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau du monde entrepreneurial, finalement, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, le fait de venir de quelque part, ça n'avait pas d'importance. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'avancer sur de l'accompagnement de ces femmes. L'autre point aussi, c'était que finalement, on déconstruisait quelque part, lorsqu'on faisait tourner ça, par exemple, dans le Grésivaudan, donc on est allé à l'espace Cowork à Auby, à Mélan, on est allé dans d'autres endroits, et quelque part, ça montrait que les retours qu'on avait, toujours avec notre questionnaire scientifique, machin, etc., finalement montraient que les clichés étaient un petit peu différents. Je passe un petit peu, pour maintenir le temps qui m'est imparti. Alors, l'autre recherche en cours, là, celle-là, elle est compliquée. Elle est compliquée, pourquoi? Parce qu'on veut savoir comment on apprend à entreprendre. Et est-ce que c'est plus facile? On sait qu'il y a des lignées entrepreneuriales, c'est-à-dire que je serais plus enclin, si mon papa ou ma maman ou mes frères et sœurs sont dans le monde de l'entrepreneuriat, à réussir en entrepreneuriat. On a 40 ans de recherche sur le sujet, partout dans le monde, ça converge. Aucun résultat généré à trouver là-dedans. En revanche, qu'est-ce qu'on fait quand moi, mes parents, ils ne sont pas entrepreneurs? Je n'ai pas d'entrepreneurs dans le monde. Qu'est-ce que je fais? Comment j'apprends à entreprendre? Et ça marche. Et donc, on est en train de travailler sur 2 programmes dans le cadre de la Fondation de France, donc on a eu des dons. Un programme qui s'appelle J'aime les premières, donc c'est un incubateur d'entrepreneuriat dédié aux femmes, et un programme qui s'appelle Entreprendre dans la ville, qui est à Échirolles, où là, on ne s'intéresse pas tant aux femmes, quelle que soit la classe sociale, mais uniquement à des hommes et des femmes qui sont issus de quartiers dits défavorisés. Et là, ce que l'on est en train de faire, c'est que je me suis arrangée pour être responsable pédagogique des 2 programmes. Et donc, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis, je travaille, tous les lundis, mardis, je travaille avec Entrepreneurs dans la ville. Mercredi, jeudi, c'est pour les premières. Alors, entre-temps, j'ai des cours, j'ai d'autres trucs, oui, mais bon, voilà. Et je prends des notes, je filme, j'observe. Donc, j'en suis déjà à 11 000 pages pour vous donner 2-3 idées. Et en gros, vous avez une autre partie de mon équipe. Certains vont m'interviewer pour me dire « Est-ce que tu as bien vu ça ?» qui vont me challenger. Ils vont interviewer d'autres profs, mais pas moi, surtout pas. Et puis, vous avez une autre partie de l'équipe qui va coder tout ce qu'on dit et qui essaye de répondre à une question, c'est lorsqu'on a un incubateur, est-ce qu'il vaut mieux avoir un incubateur spécial femme? Qui est-ce qui y rentre? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui sort comme posture? Et au final, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Et à contrario, lorsqu'on a un incubateur dédié classe sociale, qu'est-ce qu'il y en a par résultat? Alors, en avant-première, parce que tout ça, je ne vous dis pas 12 000 pages plus le programme, il n'a que 3 mois, donc il y en a encore quelques temps. En gros, on sait que on vient de publier un papier qui nous dit finalement, on a de la connaissance qui est tacite et explicite. Donc, généralement, quand on génère des choses, oui, la connaissance tacite, c'est je vais te dire comment tu mets en place ton modèle économique. Ça, c'est de la connaissance tacite. La connaissance explicite, c'est les trucs qui vont passer, comment on doit se comporter quand on doit, je sais pas moi, rencontrer ses premiers investisseurs, comment on doit se comporter quand on a un client, etc. Tout ça, c'est explicite, c'est tacite, et on ne le sait pas forcément. Après, on sait pas mal de choses sur l'entrepreneuriat des femmes, mais on sait que les femmes, elles ont des enjeux entrepreneuriaux qui sont liés à la levée de fonds, à l'accès aux monnaies, à l'argent. Alors, il y a des chiffres, sur une start-up, on est sur un type d'entrepreneuriat. Sur tous les fonds qui sont alloués pour financer ces start-up, il n'y en a que 2,6% qui sont alloués aux femmes. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, il y a une sorte de, quelque part, ségrégation, ou cachée ou non cachée, en France. Mais on fait mieux que les États-Unis qui ne font que 2%.
Donc, on bosse avec les équipes du MIT pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat sur Boston. Puis nous, on regarde avec Grenoble. Donc, on compare Grenoble et Boston. Allez, on y va, on est fou. Ouais. Et on essaie de regarder, finalement, qui des deux a le meilleur résultat. Bon, c'est pas top. Et donc, en gros, ce que l'on commence à trouver, c'est que finalement, l'entrepreneuriat, la transfert de connaissances au pluriel ne dépend pas du contexte, c'est-à-dire en gros de où on vient. Quelque part, on ne devrait pas développer peut-être des programmes spéciaux QPV, mais d'un élément en particulier de l'éducation qui a été reçue, alors au sens anglo-saxon du terme. C'est pas est-ce que tu as été bien élevé ou pas élevé, ça c'est pas mon problème, mais éducation dans le sens qu'est-ce que la personne a appris et donc comment on doit retirer ça. Donc là, pour le coup, avec Entreprendre dans la vie, maintenant, on a réajusté les choses. Avec les premières, c'était déjà bien adapté. Donc, c'est un petit peu des choses comme ça sur lesquelles on travaille. Mais tout ça, c'est un travail, on va dire, qui est long et très, très long. Je n'avais qu'une demi-heure. J'avais promis à Mylène de tenir mon temps. J'ai dépassé de 30 secondes. C'est classe. Merci à vous. Merci de votre attention. C'est très intéressant, qui nous a appris beaucoup de choses, au moins à moi, que je ne connaissais pas et que je découvre. Donc, merci beaucoup. C'est maintenant le moment des questions. On va passer les micros ici pour les questions qu'on va avoir dans la salle. Et aussi, si vous avez des questions pour les personnes qui participent en visio, n'hésitez pas à les envoyer. On va les transférer à Séverine. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là, la première question. Juste en face de vous, vous avez une question, madame? Oui, mais il y a déjà. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, oui, pas de problème. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce que c'est un thème. Déjà, prendre autant de temps pour des femmes sur l'entrepreneuriat et aussi sur l'éducation, leur apporter une chance dans la vie. Et je voulais vous dire merci. Voilà. Bon, c'est pas une question, mais c'est super gentil. Merci. Oui, ça prend un peu de temps. Ouais, je vous cache pas. Alors, moi, c'est une question. D'abord, un constat, indépendamment de ce que vous avez dit ou en corollaire de ce que vous avez dit. Quand l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, travaille, par exemple, au Sahel, il se rend compte que, certes, il y a un entrepreneuriat féminin, mais dans des tâches subalternes. Et il n'y a pas de co-travail masculin-féminin. Il y a une hiérarchie pire que le plafond de verre. Et que par ailleurs, dans ce que vous avez dit, l'exemple d'un plein succès de Nassira, je crois, elle est typiquement dans un travail classé féminin et toute sa parfaite réussite, est-ce qu'il y a des hommes employés de cette dame? Et la semaine dernière, on avait une scientifique qui nous a parlé des blockchains, en fait, des monnaies, des crypto-monnaies. Et dans la conversation après, elle évoquait que dans des pays comme l'Iran ou le Pakistan, les femmes avaient tenté d'utiliser les crypto-monnaies pour précisément être entrepreneuses. Et bon, tout avait été bloqué d'une manière extrêmement brutale. Donc, dans vos recherches d'impact, est-ce que vous observez que lorsqu'il y a une création d'emplois, même relativement petite, sans aller avec des chiffres d'affaires gigantesques et admirables, est-ce qu'il y a une mixité dans les emplois créés? Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire dans ma question. Si, mais vous avez résumé avec une seule question, alors qu'en fait, moi, je vois 3 questions dans votre question. Alors, je vais essayer de décomposer. Et en n'étant pas dans le ressenti, on a fait avec la chaire une étude, on a eu de la chance, parce que Grenoble École de Management, ça appartient à la CCI, Sud-Isère. Maintenant, on est affilié à la CCI du Rhône, enfin du Aura. Et ils nous ont passé
toutes les données, alors pas les données avec les adresses, les 06, etc., mais on a pu savoir sur la période 2006-2015, donc c'est quand même assez sympa, en gros, qui était inscrit au registre, qui se désinscrivait, et on observait des tendances, c'est assez marrant, curieux, similaires à celles que vous évoquez. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un transparent que j'avais montré en résultat, parce qu'on avait annulé ça, en disant les femmes en entrepreneuriat, alors là, pour le coup, tout contexte, hein, pas que entrepreneuriat dans les QPV, ailleurs, etc. Sud-Isère, on avait des... Bon, c'est pas top, hein, les chiffres. Hein, c'est 20% d'entreprises dirigées par des femmes, hein, donc c'est pas non plus... Attention, on a la CCI, hein, donc on n'a pas la chambre des métiers, et on n'a pas l'auto-entrepreneuriat, on n'a pas les professions libérales, etc. Mais bon, c'était pas top quand même. Hein. Et vous enlevez, en gros, la directrice du casino Saint-Martin-d'Air, qui était une femme, donc casino... supermarché, hein, de toute façon, c'est pas au même endroit. Vous enlevez les directrices de banque qui sont certes directrices d'entités juridiques, mais qui sont peut-être pas des entrepreneurs. Hein. Et en fait, le taux, il était plus bas. Et on voyait que ces femmes étaient en soutien à l'économie. C'est-à-dire qu'on a des activités dites de support. Alors, est-ce qu'elles sont féminines ou masculines ? Je ne sais pas, si vous considérez une activité de coaching comme étant une activité féminine, oui, elles sont féminines. Nacera, en revanche, là, pour répondre à votre question, c'est une activité qui est quand même à la fois... Alors, l'auto-école, il y a beaucoup de collègues masculins, dans le sens où quand elle me parle de ses inspecteurs, quand elle me parle de ses collègues, parce qu'il y a des créneaux à avoir pour présenter ses candidats à l'examen, elle me parle toujours d'hommes et elle me parle très peu de femmes. Donc, je ne connais pas le monde de l'auto-école, hein, sauf avoir passé mon propre permis, mais voilà. Mais j'ai le sentiment que ce n'est peut-être pas une activité qui est purement féminisée, comme maintenant on peut l'avoir lorsqu'on explore les cas. On travaille beaucoup avec l'EIT Health, donc en gros avec tous les acteurs du monde de la médecine hein, et du soin. Et là, pour le coup, messieurs, les médecins, on n'en les voit plus trop. Donc, Nacera, alors pour répondre à votre question, oui, elle a des hommes. Et elle a eu des salariés masculins. Elle ne m'a pas rapporté qu'elle a eu des difficultés là-dessus à gérer. Alors, pour les filles, notamment pour Denise, elle, en revanche, c'est plutôt des filles à la couture et il n'y a pas monsieur à la couture. Bon. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question de manière très factuelle. Hein. Mais effectivement, on observe a priori des tendances au soutien de l'économie. Alors après, je ne veux pas forcément aller sur la difficulté managériale d'une femme à gérer avec un homme. C'est-à-dire que dans nos ethnographies, moi, je n'ai pas de retours scientifiques, quantitatifs, si vous voulez, là-dessus. Dans nos retours, ce n'est pas trop ça qui ressort. Et justement, je vous parle de mes données en quartier en question. Je pense qu'il peut y avoir peut-être un stéréotype dans certains cas, en tout cas ces femmes entrepreneurs qui créent de l'emploi, mais elles ont un quart à fond de malade, les filles. C'est-à-dire qu'elles me malmènent aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être les meilleures copines comme on peut être les filles qui elles peuvent me détruire mon accès à mon terrain, et puis etc. Enfin, elles ne sont pas simples à gérer, hein, elles ne sont pas simples. Et elles ont un quart à fond de première. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes similitudes avec ces filles en Iran. Ce n'est pas des filles qui créent entre elles, si vous voulez, ce n'est pas des clubs de filles. Hein. Il y a deux catégories. Vous avez ces filles qui vont créer entre elles, qui vont se soutenir entre elles, qui font surtout de l'emploi, de leur propre emploi, ce qui est déjà pas mal. Et vous avez les filles qui vont créer de l'emploi, mais ces filles-là, en revanche, sortent du quartier. Pour être clair, Nacera ne vit plus dans le quartier, même si elle est toujours présente parce que son business est dans le quartier. Et il faut être honnête, elle n'a aucun intérêt à changer de place parce qu'elle est dans le lieu idyllique. Son auto-école, je veux dire, elle a une population à drainer, et puis elle est toute seule. Donc c'est super qu'elle soit là. Denise, elle, est partie. Elle choisit de revivre là, dans le quartier, pour être avec sa famille. En revanche, son atelier est à un autre endroit. Mais en revanche, en termes de salariat, ce n'est pas des filles qui restent qu'entre elles hein, et qui ne travaillent qu'avec des filles, qu'entre filles. Voilà. Mais vous avez deux catégories. Si je caricature, vous avez à peu près deux catégories de population. Les filles qui vont faire des petits projets qui restent entre elles, qui bougent très très peu, qui pensent leur business entre elles. Alors avec Entreprendre dans la ville, on a la même chose aussi avec les garçons. Et tout notre enjeu, c'est de les accompagner, à leur dire, OK, tu penses par exemple le 300 milliardième magasin pour te faire la barbe.
ou le type de coiffure. Et tu ne penses que les coiffures que tu vois des messieurs qui sont dans ton quartier. Mais ça se trouve, hein, tu vas ailleurs, à côté, et tu exportes ce type de coiffure, tu pourras être performant. Et là, l'enjeu, c'est de les faire sortir. Je sais pas, c'est comme si vous aviez des pare-feux institutionnels ou des sautes de barrière où là, ils ont du mal. Merci de votre question. Ok, merci. On a des questions aussi en ligne, donc je vais vous lire une des questions, c'est pendant combien de temps suivez-vous les femmes dont les projets ont été choisis? Oh, super question. Nacera, je l'ai rencontrée en 2019, je la suis encore. Les filles de entrepreneurs dans la ville, on a démarré. Ouh, je me vois tout de suite là. Les filles d'entrepreneurs dans la ville, on a démarré en 2022 le programme. Je les suis encore. Sur les programmes, ce que j'essaie de faire, c'est qu'à un moment, c'est un peu comme si il y a trop de proximité, donc on arrête de suivre parce qu'on devient un peu de copains. Et donc, en gros, vous avez les bonnes informations parce qu'il faut être honnête, la première fois, tout le monde vous dit que tout va bien, vous êtes génial, etc. Voilà, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que les entretiens, on a toujours 2 ou 3 entretiens avant d'avoir la vraie personne en face et puis une relation de confiance. S'il n'y a pas confiance, il n'y a pas de transfert de connaissances. Et ces filles-là, j'essaie de les suivre généralement dans le programme. Alors, le programme Entreprendre dans la ville, il dure 8 mois. Et le programme des premières, il dure 8 mois. Donc, officiellement, pour mes recherches, je les suis 8 mois. Et des fois, j'avoue qu'après, je continue à les suivre, mais je prends moins de notes systématiques. En fait, c'est plus la rigueur. Pour répondre à votre question, on les suit 2-3 ans. Enfin, on essaie de garder le contact, hein, mais 8 mois sûrs scientifiquement. Et puis après, j'avoue que je ne prends pas toujours des notes. Quand une fille m'appelle à 10 h le soir pour me parler de son business, je devrais prendre des notes et ressortir mon ordinateur et reprendre des notes, dire voilà ce qu'elle m'a raconté. Je devrais même enregistrer, en lui dire attends, on va enregistrer. Et j'avoue qu'à 10 h le soir, ouais, des fois, il y a des moments. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, peut-être Ambition avait d'autres. Merci beaucoup pour cette intervention. Quel est le business model d'un système comme celui dans lequel vous travaillez? Alors, le modèle économique, on va dire qu'officiellement, la chaire est subventionnée par la Fondation de Prends France. En fait, on est sous l'égide de comment elle s'appelle, de la Fondation School for Business for Society de Grenoble École de Management, qui est elle-même sous l'égide de la Fondation de France. Donc là, actuellement, la Fondation de France a accepté un don d'entrepreneurs dans la ville. Donc, ce sont nos acteurs, les acteurs qu'on nous accompagne, donc en gros, entrepreneurs dans la ville, les premières, qui font un don à la chaire. Et ce don permet de financer. Alors, en fait, j'ai un modèle particulier très spécial. Ça finance. En fait, ça va me financer mon trésor de guerre. Et après, Grenoble École de Management a mon salaire. Donc, je ne vous cache pas que je passe pas mal de temps. Je suis un peu hors objectif. Hein, quand il y a une fille que vous suivez à 10 h du soir, il faut être honnête, je suis hors des horaires de travail. Hein, voilà. Donc, je ne compte pas mes heures, mais en même temps, c'est un peu ma vie. Je l'assume comme telle. Donc, je suis OK avec ça. Et ce qu'on a fait avec nos collègues, c'est qu'en fait, les profs, on a très, très peu de coûts, en fait. On a des coûts de déplacement, des coûts de micro, des coûts, etc. Les coûts de retranscription, maintenant, vous avez des logiciels qui font ça très bien. Donc, en gros, c'est du coût de cerveau. Et le coût de cerveau, on s'associe avec des gens qui sont comme moi. Donc, on est 28, hein, donc il y a plein de gens comme ça. Et on est tous rémunérés sur nos primes de publication que l'on a dans toutes nos écoles respectives. Et le sou que l'on garde, c'est pour, financer des dispositifs pédagogiques qui sont qui sont pour la plupart disponibles en logique de don, puisqu'on est financé par du don, ou alors sinon, on s'en sert parce qu'il y a des filles ou des chercheurs qui, des fois, peuvent avoir des coups durs. Alors, je pense, par exemple, à une de mes chercheuses dans l'équipe. Elle est au Liban. Sa mère s'est pris l'explosion, donc son appartement a été soufflé. En même temps, son mari est mort de la Covid. Enfin, en gros, il y a des situations qui sont toutes pourries. Et des fois, on a besoin de coups de main. Et on sait qu'au Liban, par exemple, aller dans un colloque, des fois, ça coûte cher. Et donc, en accord avec mon école,
on a dit que dans ce cas-là, on a cette réserve pour financer quelque part des chercheurs là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, je fonctionne beaucoup sur le sponsoring, sur quelque part aussi sur le don. Le don finance mes coups durs et finance, entre guillemets, le temps de cerveau, et tout le reste va réellement à l'ingénierie pédagogique. Et puis, je remercie vraiment mon employeur de m'avoir donné cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire de faire mon travail ethnographique, parce que sinon, ça coûterait très, très cher. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On va dire qu'il y a beaucoup de bénévolat aussi derrière. Merci pour la réponse. Et malheureusement, on n'a pas le temps de continuer parce que c'est 1h15 et donc on doit finir. Mais avant de remercier Séverine à nouveau pour cette intéressante présentation, j'ai 2 annonces à faire avant que vous le remerciez. La première, c'est annoncer le Midi Minatech by Giant de la semaine prochaine, qui sera donné par Alexandre Delayew, qui est responsable de la plateforme dispositifs médicaux de la maille technologique pour la santé du futur. Il va nous parler des plateformes de dispositifs médicaux pour accélérer la maturation des technologies de la santé. Et l'autre information importante, c'est que pour les personnes ayant réservé le sandwich, aujourd'hui, il n'est pas en bas, c'est à la salle de derrière, salle Curon. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup et merci Séverine pour cet exposé très intéressant. Merci pour votre accueil. Merci à vous.